Je contemple et guette à la fois. J'adopte commodément cette théorie qui consiste à penser que le monde dans lequel nous coexistons tous serait le seul viable pouvant abriter la vie, faisant de nous les orphelins d'un système imagé émanant d'un cruel hasard. Rendons-nous à l'évidence, la complexité de notre très chère planète outrepasse toute idée que nous pouvons nous en faire. La Terre ne semble être que la résultante d'une infime probabilité, et donc par conséquent, qu'une autre planète ait vécu le même sort paraît très peu probable, mais nullement impossible. Il m'est difficile pourtant de consentir à ce concept purement théorique. Que l'on me démontre les limites de la galaxie, et alors j'accolerai assurément cette hypothèse. L'idée que nous soyons guère seuls dans l'univers m'effleure tout bonnement l'esprit. De nos jours, tout peut encore être considéré. Aussi les hypothèses affluent et les avis divergent. Que de fascination face au cosmos. Intrigant, ample et vertueux, quelle admiration. Le phénomène ovni a tellement été ridiculisé avec le temps qu'il est de bon ton de sourire dès que l'on en parle pour paraître rationnel, intelligent et non crédule. Si l'on en parle sérieusement, on est souvent considéré comme un naïf ou un imbécile. Il est mensonger de prétendre que l'ensemble de la communauté sérieuse rejette le phénomène ovni. Les scientifiques qui osent risquer le ridicule et qui se plongent dans le sujet finissent par conclure que l'hypothèse extraterrestre ne peut pas être exclue et qu'elle est même probable, pour ne pas dire évidente en examinant les faits. Une part de l'humanité se revendique témoin d'un objet volant ou d'un phénomène inexpliqué dans le ciel, l'examinant malgré tout, mais ne s'enfonçant que davantage dans le questionnement. Je m'interroge continuellement. Comment pouvons-nous nous prétendre seuls dans pareil univers? C'est là que le bas blesse, puisque sur cette interrogation, le peuple se divise entre sceptiques et adeptes. Il est possible de devenir spectateur de phénomènes aériens inexpliqués. Mais est-il envisageable de considérer que l'engin que nous pouvons apercevoir soit dirigé par quelconque conscience autre qu'un être humain? Est-il permis de concevoir une autre vie dans un ailleurs lointain? A priori, rien ne nous empêche de l'imaginer. Pourtant, nous sommes moins libres de le penser que nous pouvons le croire. Devons-nous obligatoirement réfuter, voire nier ces témoignages? Il y a souvent des explications, mais il y aura toujours des interrogations. Et si à l'inverse nous étions épiés en permanence et qu'une certaine majorité de la population mondiale en serait carrément indifférent voire inattentif? Cela n'est guère impossible, mais il est vrai que nous serions à l'antipode de nos songes et à milieu de tout éclaircissement et logique. De l'admettre revient à donner crédit à une hypothèse, et nul ne peut livrer davantage de poids à une telle hypothétique thèse, sans y agrémenter quelconque argument, je le conçois. Mais d'avoir vu quelque chose d'étrange et de très perturbant est une chose. Le prouver en est une autre. Là est tout le problème quand d'un ovni ou d'un phénomène inexpliqué nous n'en sommes que témoins. Alors qu'à une époque la photographie représentait une preuve considérable, aujourd'hui même une vidéo ne peut être irréfutable. La technologie a pris le pas sur notre société. Le cinéma et le domaine de la photographie a grandement évolué depuis ces 50 dernières années, au point que nul ne pourrait faire de distinction à l'œil nu entre une photomontage et une photo authentique. Tout a compliqué les choses depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous vivons une époque où l'homme projette tout un tas d'engins dans les airs, le tout télécommandé à distance. Alors difficile d'en faire le tri. Pourtant le sujet ovni existe bel et bien, et persiste avec le temps. Mais pour en comprendre l'origine de celui-ci, il nous faut remonter au fondement même du sujet, aux premières interrogations et aux premières investigations. Un ovni est un objet volant non identifié, mais avec le temps l'acronyme OVNI pouvait aussi désigner un phénomène aérien qu'un ou plusieurs témoins affirment avoir observé sans avoir pu l'identifier. Aujourd'hui, un deuxième acronyme est utilisé pour désigner ce genre de phénomène, les PAN, phénomène aérospatial non identifié. Un PAN est un phénomène atmosphérique ou extra-atmosphérique dont la nature reste inexpliquée. Dans le cadre de cette désignation, l'attribution de la qualité d'OVNI, objet volant non identifié, est confinée à certains cas particuliers de PAN.
Un ovni peut être une trace qui peut avoir été enregistrée par différents types de capteurs, caméras vidéo, appareils photo, radar, mais dont on ignore l'origine ou la nature exacte. En anglais, Unidentified Flying Object fournit la racine du mot ufologue, personne qui étudie le phénomène ovni, et la discipline qui en découle est l'ufologie. Dans la culture populaire, le terme ovni est généralement utilisé pour désigner une soucoupe volante ou un vaisseau spatial extraterrestre. Et c'est là tout le problème. Pendant longtemps, les gens ont attribué les ovnis aux petits hommes verts ou aux martiens, sans faire aucune distinction. Les petits hommes verts se réfèrent au stéréotype de l'extraterrestre vu comme une petite créature humanoïde avec la peau verte. Aujourd'hui, ces créatures sont plus communément associées avec les prétendus extraterrestres observés appelés gris, puisque leur couleur de peau n'est pas décrite comme verte par ceux qui les ont observés, mais grise. Martien est un nom générique qui désigne plusieurs types de créatures imaginaires censées vivre sur Mars. Selon la version la plus répandue, les Martiens sont des êtres à l'apparence vaguement humanoïdes et repoussantes, généralement animés de mauvaises intentions envers l'espèce humaine. Le nom de Martien. En septembre 1941, dans l'océan Indien, 2 marins et un officier britannique qui se trouvaient sur le pont du SS Pulaski, un navire marchand polonais qui transportait des troupes britanniques, observèrent pendant 1 heure un phénomène inexpliqué. Une sphère de lumière verdâtre se déplaçant dans le ciel, environ 2 fois plus petite que la pleine lune telle qu'elle leur apparaissait. Cette sphère lumineuse sera la première d'une longue série. Elles reçurent toutes sortes de noms pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui indique le manque de compréhension de leur nature et de leur origine. Ils étaient à la fois les Crowd Fireballs, les Crowd Bolides, ou bien encore les Foo Fighters pour les Américains, cette dernière appellation ayant été le plus longuement utilisée. On pense maintenant que les Allemands et les Japonais les observaient également, en imaginant très certainement qu'il s'agissait d'une arme secrète des Alliés. À partir de 1942, de nombreux membres d'équipage britanniques, américains mais aussi allemands ou japonais rapportèrent leur observation de 1 ou plusieurs boules lumineuses escortant ou suivant à distance leur escadrille de chasseurs ou de bombardiers. Ces observations ont été faites la plupart lors de missions de nuit. Encore plus surprenant, les témoignages de certains équipages de bombardiers engagés au-dessus de l'Allemagne font état de véritables formations de boules lumineuses. D'autres pilotes affirment que ces boules auraient tenté de les percuter en leur fonçant droit dessus avant de dévier brutalement leur trajectoire au dernier moment. Après avoir remarqué la présence d'une de ces boules lumineuses, de nombreux pilotes pris de panique et de frayeur essayèrent de les semer, mais sans résultat. D'autres pilotes encore, comme le major Donald K.O. de l'US Navy, essayèrent d'en abattre un, mission impossible. Aujourd'hui, certaines personnes veulent démontrer la possibilité de phénomènes électriques rarissimes sous forme de foudre en boule, mais cela n'explique pas le comportement intelligent de ces boules lumineuses qui consistent à suivre de très près les avions. Dans la soirée du 23 février 1942, un sous-marin japonais tire plusieurs obus sur le champ pétrolifère d'Elwood et provoque une mise en alerte des gardes-côtes de la côte ouest des États-Unis. L'information est diffusée par les agences de presse et crée l'inquiétude. Le 24 février 1942, un avertissement des services de renseignement de la marine de guerre des États-Unis annonce l'imminence d'une attaque japonaise sur Los Angeles dans les 10 heures qui viennent. À cette époque, les États-Unis vivaient dans la crainte d'une offensive japonaise sur la côte ouest, à la suite de l'attaque de Pearl Harbor. À 19h18, l'alerte est donnée à la suite de l'observation de nombreuses lumières dans le ciel de Los Angeles, et est maintenue jusque 22h20. Vers 2h15 du matin, la DCA est sur le pied de guerre après que les radars ont repéré un objet volant non identifié à 190 km à l'ouest de la ville. À 2h21, un couvre-feu est déclaré sur la ville. À 2h43, des avions sont aperçus par un colonel d'artillerie. À 3h16, une boule lumineuse, ou un objet volant, est aperçu au-dessus de Santa Monica et entraîne la décision d'ouvrir le feu. La DCA utilise ses canons anti-aériens pendant plusieurs heures. Plus de 1400 obus sont tirés sans que ceux-ci ne touchent un seul de ces objets volants. De nombreux témoignages font état de la présence de plusieurs objets volants, de différentes formes et tailles, souvent confondus avec les obus et fusées éclairantes de la défense anti-aérienne.
Les projecteurs de la ville tentent de repérer les aéronefs et balayer le ciel de Los Angeles. À partir de 4h15 du matin, les tirs de la DCA deviennent sporadiques. Le couvre-feu est levé à 7h21. 3 civils furent tués par des retombées d'obus et 3 autres moururent d'une crise cardiaque due au stress. Quelques heures après le bombardement, le secrétaire à la marine des États-Unis, Frank Knox, déclare en conférence de presse qu'il s'agissait d'une fausse alerte due à l'anxiété et au stress liés à l'état de guerre. Rapidement, l'événement fait la une de toute la presse américaine. Cette explication parut simpliste à beaucoup. Un journal écrivit « Il y a une mystérieuse réticence des autorités à exprimer sur cette affaire et il semble que la censure soit à l'œuvre. » De nombreuses rumeurs et théories naissent à la suite de l'incident pour expliquer pourquoi la DCA américaine a bombardé le ciel de Los Angeles pendant plus d'1 heure. Parmi celles-ci, le secrétaire Stimson avança 2 théories pour expliquer la provenance des aéronefs mystérieux. Celle d'avions commerciaux ennemis opérant du Mexique ou de Californie, ou d'avions équipés de lumières lancés depuis des sous-marins japonais. Le but de cette attaque aurait été de provoquer la panique parmi la population civile. Une photo du phénomène fut publiée dans le Los Angeles Times le 26 février 1942. On y voit ce qui semble un objet cerné par les projecteurs de la DCA. Les points lumineux qui entourent l'objet pourraient être des reflets ou des éclats de tir de la DCA ou encore ces boules lumineuses. Il fut avéré que la photo avait été retouchée avant d'être publiée. Il existe 3 versions de cette photo. L'une retouchée est publiée le 26 février 1942, une autre retouchée différemment est publiée toujours par le Los Angeles Times le 29 octobre 1945 et la photographie originale. Sur cette dernière, la présence d'un objet au centre des projecteurs est moins évidente que sur les 2 photos retouchées. Des correspondants de guerre compétents tels que Ernest Pyle et Bill Henry ont assisté à la canonnade et ont écrit qu'ils n'ont jamais été en mesure de distinguer un avion. Bien que de nombreuses rumeurs font état de la présence d'un objet volant, la plupart des théories penchent sur la présence de ballons-sondes, des ballons météorologiques, régulièrement lâchés au-dessus de Los Angeles et qui auraient déclenché l'alarme initiale. En février 1942, les forces japonaises ne possédaient pas de base aérienne assez proche du territoire américain pour effectuer des raids aériens. Même le bombardier japonais G3AM, doté d'un rayon d'action de 5000 km, n'aurait pu effectuer une mission aller-retour, et ce même si les Japonais avaient envahi Hawaï ou les îles Midway, distantes de 4000 km de Los Angeles. La totalité des porte-avions japonais se trouvait à l'ouest du Pacifique à la date du 24 février 1942. Après la reddition du Japon, les autorités militaires japonaises ont déclaré qu'il n'y avait pas de forces japonaises dans la région de Los Angeles, seulement que des sous-marins aux environs de Seattle. En novembre 1942, une escadrille volante anti-sous-marine patrouille dans le golfe de Gascogne. Tout à coup, le tirailleur de queue repère un objet massif sans ailes apparu brusquement à l'arrière de l'avion. Depuis la tourelle de tête, l'engin reste visible pendant 15 minutes, puis s'élève en altitude et tourne à 180 degrés avant de se fondre dans le ciel. 1 mois plus tard, le pilote de la Royal Air Force britannique, B.C. Lumsden, survole les côtes de France dans son Hurricane. À 200 mètres au-dessus de la baie de Somme, il distingue 2 lumières qui montent du sol à sa rencontre. Cela ne pouvait être la DCA tant ses projectiles étaient trop lents. Il amorce un virage serré, et à sa grande stupeur, les lumières se positionnent derrière lui et s'y calent. Il descend à 1000 mètres avec les lumières comme collées à son sillage. À partir de 1943, les bombardiers anglais et américains qui attaquaient l'Allemagne jour et nuit commencèrent à rencontrer des boules ou des disques lumineux qui se faufilaient au milieu des formations et qui pénétraient parfois dans les carlingues. Le 12 février 1944 eut lieu le lancement d'une fusée expérimentale au centre d'essai germanique de Kummersdorf. Présent ce jour-là, le ministre de la propagande Joseph Goebbels, le Reichsführer Himmler et Heinz Kammler. L'opération fut filmée. Quelques jours plus tard, les autorités visionnèrent le film sur lequel, étonnés, ils purent voir très clairement un corps sphérique qui suivait la fusée et tournait autour. Aussitôt, on suspecta un coup des Alliés, une manœuvre d'espionnage. Mais un agent bien informé confia à Himmler que les Anglais, de leur côté, étaient les victimes du même phénomène et pensaient réciproquement qu'il s'agissait d'un prototype expérimental allemand.
Les manœuvres du débarquement des Alliés en Normandie durant l'été 1944 paraissent également attirer ces boules de lumière comme des lucioles autour d'un feu. Durant la bataille de France en août 1944, des boules volantes non identifiées et nocturnes font craindre que les Allemands n'aient lancé une contre-attaque d'envergure. Le 10 août 1944, au-dessus de l'océan Indien, les copilotes d'un bombardier lourd B-29 Super Fortress des forces aériennes de l'armée américaine ont rédigé ce compte-rendu. Un objet étrange nous suivait à environ 500 yards, au large de l'aile droite. À cette distance, il apparaissait comme un objet sphérique, probablement de 5 ou 6 pieds de diamètre, d'un rouge ou d'un orange très lumineux et intense. Il semblait avoir un effet de halo. Mon mitrailleur a rapporté qu'il est arrivé depuis une position à 5 heures, à notre niveau. Il semblait palpiter ou vibrer constamment. Supposant que c'était quelques objets radiocommandés envoyés pour nous repérer, j'ai effectué des manœuvres évasives, changeant constamment de direction jusqu'à 90 degrés et d'une altitude d'environ 2000 pieds. Il a suivi chacune de nos manœuvres pendant environ 8 minutes, tenant toujours une position à environ 500 yards et à environ 2 heures, donc à l'avant droit par rapport à l'avion. Quand il est parti, il a fait un virage brusque de 90 degrés, accélérant rapidement, et a disparu dans la couverture nuageuse. C'est à la fin de l'année 1944 que les Foo Fighters, comme on commence à les appeler, donnent le plus de sueur froide aux aviateurs engagés militairement dans les raids sur l'Allemagne en déroute. Le 23 novembre 1944, le lieutenant Edward Schleuter décolle de Dijon pour une patrouille de routine destinée à l'interception éventuelle d'engins ennemis à l'ouest du Rhin, entre Strasbourg et Mannheim. Le ciel est clair, sans nuages. À 30 km au nord de Strasbourg, on lui signale 8 à 10 boules de feu rouge vif qui se déplacent à grande vitesse. Leur disposition groupée les donne en formation, et elles s'approchent rapidement de l'appareil. Aussitôt, l'avion contacte par radio le sol, qui lui ne voit rien, le radar de bord non plus. Schleuter manœuvre son appareil pour se diriger droit vers les lumières. Celles-ci flamboient rouge, et soudain se diluent dans les airs. 2 minutes plus tard, elles sont à nouveau là, mais de l'autre côté de l'avion. Pendant 6 minutes, elles font ainsi escorte, puis en un clin d'œil disparaissent. Le 27 novembre 1944, à la suite d'une nouvelle observation, le terme Foo Fighter est pour la première fois utilisé officiellement pour désigner le phénomène. L'origine du terme Foo Fighter est généralement attribuée à la bande dessinée surréaliste Smokey Stover de William Holman. Le comics conte les aventures des pompiers Smokey Stover et son chef Cash Stover, qui luttent contre les incendies avec un curieux véhicule à 2 roues sphériques et rouges dont la forme peut évoquer les formes aperçues par les aviateurs. Le livre intitulé Smokey Stover, The Foo Fighter, fut publié en 1938. 14 décembre 1944, le New York Times publie un article présentant des mystérieuses boules flottantes comme une nouvelle arme allemande. Le 22 décembre 1944, le lieutenant David McFalls, le pilote Gibling et un radariste, tous 3 de la 415e escadrille de combattants de nuit, basée maintenant à Hoche, volent à 3000 mètres au-dessus de Haguenau, en Alsace, à 35 km au nord de Strasbourg. 2 lumières très brillantes montent du sol juste devant nous, déclare-t-il. Elles se stabilisent en altitude et se placent près de la queue de notre avion où elles demeurent 2 minutes. Selon nous, elles sont sous parfait contrôle. Le 15 janvier 1945, le magazine Time publie un article consacré au phénomène. En 1945, il n'y avait aucune honte ou embarras pour des magazines respectables comme le Newsweek ou le Times à rapporter sans moquerie des phénomènes aériens inhabituels. On ne se moquait pas encore des pilotes qui les voyaient. Naturellement, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'explication était recherchée en spéculant que les Allemands auraient développé quelques engins et une origine extraterrestre pour le phénomène n'était pas à l'ordre du jour. Ces observations ne peuvent donc pas être attribuées à une mode de soucoupe volante ou à une fascination pour la science-fiction. Dernier cas dans l'année 1945, le 2 mai, l'équipage d'un B-24 américain en mission au-dessus de l'atoll de Truk observe une lumière dont la couleur passe du rouge au blanc, qui semble avoir la taille d'un ballon de basket et qui suit l'appareil malgré ses tentatives d'action évasive. En 2010, le Royaume-Uni a rendu public des centaines de dossiers d'OVNI,
jusqu'ici classés, dont une lettre affirmant que Winston Churchill avait ordonné de garder au secret une rencontre entre un appareil de l'armée et un objet volant non identifié. Ces documents publiés par les Archives nationales couvrent plusieurs décennies et recèlent des dizaines de témoignages, de croquis et de notes, tous relatifs à des observations mystérieuses dans le ciel britannique. Parmi ces archives, un papier signé du ministère de la Défense. Cette note mentionne une lettre datée de 1999, dans laquelle un auteur anonyme relate la rencontre d'un pilote de Royal Air Force avec un ovni métallique, à son retour d'une mission effectuée en Europe continentale durant la Seconde Guerre mondiale. Le rédacteur de cette lettre assure que son grand-père aurait assisté à une réunion extraordinaire entre le Premier ministre Winston Churchill et le président des États-Unis Dwight Eisenhower, peu après l'incident. Les deux hommes auraient décidé de classer cette affaire secret défense. Cet événement doit être immédiatement classé car il créerait une panique générale parmi la population et risquerait de détruire la croyance en l'Église. Voilà ce qu'aurait déclaré le chef du gouvernement britannique. Le ministère de la Défense avait alors enquêté sur cette réunion au sommet, sans qu'aucune trace écrite ne vienne finalement corroborer les dires de cette mystérieuse source. Les Foo Fighters disparurent avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y vit donc une sorte d'arme psychologique allemande, puis on tenta de les expliquer par un phénomène électromagnétique induit par la présence rapprochée des bombardiers ou par la foudre en boule. À la fin de la guerre, aucun pays ne déclara en avoir été l'instigateur. Le phénomène OVNI pose depuis des années de nombreux problèmes. Ces problèmes ont vivement perturbé des individus de chaque couche sociale et ont causé de la consternation dans les hautes sphères et au sein des gouvernements mondiaux. La principale explication concernant ces Foo Fighters, à l'époque des faits, fut que ces sphères étaient des prototypes secrets testés par l'ennemi. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'accès aux archives des différents protagonistes invalida cette théorie. Aucune armée engagée dans le conflit n'expérimenta de prototypes d'appareils sphériques et lumineux, du moins officiellement. Dès le début des années 50, l'idée selon laquelle ces Foo Fighters seraient des armes secrètes inventées par le Troisième Reich va émerger petit à petit et créer un véritable mythe. Aussi étonnant que cela puisse paraître, des éléments viennent étayer ce mythe. Dans une interview publiée par Der Spiegel, un ancien officier de la Luftwaffe, le capitaine Rudolf Schriever, déclare avoir conçu les plans d'un engin à décollage vertical. Lorsqu'une compagnie canadienne annonce en 1953 la mise au point d'un engin volant circulaire, un autre ingénieur allemand, George Klein, ancien fonctionnaire du ministère du Reich pour l'armement et les munitions, soutient que ce genre de réalisation était déjà courante sous le Troisième Reich, avec en particulier un engin mis au point par un ingénieur du projet missile V2. Le mythe est également relayé à la fin des années 50 par la littérature de plus en plus importante sur le thème des armes secrètes nazies, avec en particulier les écrits de Rodolphe Hussard et d'un ingénieur italien, Renato Vesco. Enfin, dans les années 1960, Michael Barton publie une série de livres soutenant qu'Hitler s'était réfugié en Argentine et que les ingénieurs nazis continuaient à développer la technologie des soucoupes volantes en Amérique du Sud, en Afrique du Sud et en Antarctique. La première page d'un journal d'Allemagne de l'Ouest daté du 20 août 1966 étonna tout le monde. Il titrait « Les soucoupes volantes entrent en production de masse ». Cet article contenait des photographies, des illustrations, des renseignements pratiques, des noms, des dates et des endroits précis qui statuaient qu'en fait, durant les 15 derniers jours du Troisième Reich, des ingénieurs et scientifiques avaient soudainement disparu d'Allemagne et étaient soudainement apparus dans la ville de Patagonia, en Amérique du Sud. Les informations qui vont suivre sont à prendre avec des pincettes tant il est difficile d'en vérifier son authenticité. Selon les documents qui auraient été déclassifiés dans les années 80 et 90, tout aurait débuté en 1922 avec la société de Thule, société secrète pré-nazie, qui créa en son sein un groupe d'études sur l'antigravité, l'Avril Russelshaft. Ils font voler de l'été 1922 à 1924 un démonstrateur antigravitationnel non piloté baptisé JFM, machine volante de l'autre côté. Par la suite, le démonstrateur sera démonté et stocké dans les usines Messerschmitt.
Ce système antigravitationnel électromécanique s'inspire largement des travaux théoriques de Nikola Tesla et du physicien allemand Levetzow, ainsi que des théories implosives de Victor Schauberger, physicien et ingénieur travaillant pour la société autrichienne Kortel et enseignant à l'université de Vienne. Le docteur Walter Schumann, un physicien de l'université de Munich et membre de l'Avril Gesellschaft, crée à Munich un premier groupe de travail placé sous la direction technique de l'ingénieur et capitaine SS Hans Kohler. Pour la construction des prototypes, Himmler met à la disposition de Schumann les moyens industriels du constructeur aéronautique Arado à Brandebourg. Début 1934, Schumann construit avec Arado un démonstrateur antigravitationnel piloté utilisant le disque de l'Avril Gesellschaft. Le prototype est baptisé RFZ-1. Victor Schauberger rejoindra l'Avril Gesellschaft en 1934. En juin 1934, un deuxième groupe de travail est créé à Neustadt, près de Vienne, et est placé sous la direction de Schauberger. Leurs prototypes sont fabriqués par les usines d'Ornier. L'équipe de Schauberger comprend les ingénieurs aéronautiques Schriever et Habermohl, les ingénieurs spécialisés en électromagnétique Mitte et Beluso, et l'ingénieur spécialiste de la propulsion à réaction Andreas Epp, et un physicien métallurgiste, le docteur Eric Wang. En 1940, l'équipe de Schauberger et Mitte se voit confier deux programmes différents. Le premier, baptisé V7, arme de vengeance numéro 7, est un disque propulsé par des réacteurs de Schauberger. Le second, baptisé Vril, est une série de 6 prototypes antigravitationnels monoplaces. En 1941, Mitte et Schriever commencent la construction du premier V7 qui effectue ses premiers vols stationnaires près de Prague en décembre 1942 sous le nom de V7 Flugkreisel. À partir de 1941, Schauberger est remplacé par Mitte à la tête du groupe de travail et les laboratoires déménagent à Breslau. Les équipes de Schauberger, Mitte et de Schumann-Kohler collaborent étroitement ensemble durant toute la guerre. Après avoir collaboré à des recherches fondamentales avec l'équipe de Schauberger, l'équipe de Schumann fait voler en août 1943 le Onubu 1. Cet engin aurait atteint la vitesse de 4800 km/h dans la basse atmosphère et était supposé pouvoir atteindre 17 000 km/h. Le deuxième prototype, baptisé Onubu 2, vole pour la première fois en décembre 1944. Fin 1944, le V7 définitif est construit et vole le 19 février 1945 sous son nom définitif de V7 Hurlblitz. En 1945, l'équipe de Schumann avait achevé les plans d'un prototype en forme de cigare de 139 mètres de long, baptisé Andromeda. Après la sortie du Vril 1, un nouveau modèle vole en automne 1942 sous le nom de Vril 2, mais volant à plus de 6000 km/h. Le Vril 3 vole en 1943 et n'est qu'une évolution du Vril 2. Le Vril 4, quant à lui, n'est qu'une variante des Vril 2 et 3. Le Vril 5 est probablement le prototype le plus abouti de l'équipe de Schauberger. Dès ses premiers vols en 1944, il aurait atteint la vitesse de 12 000 km/h et il semblerait même qu'il ait quitté l'atmosphère à plusieurs reprises. Le Vril 6 ne sera jamais construit et le 7 resta en état de plan. À la fin de la guerre, tous les scientifiques allemands et ceux qui restaient des technologies furent destinés aux Américains. Nom de code Paperclip. L'opération Paperclip, originellement appelée l'opération Overcast, fut menée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par l'état-major de l'armée des États-Unis afin d'exfiltrer et de recruter près de 1500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie pour lutter contre l'URSS et récupérer les armes secrètes du Troisième Reich. Ces scientifiques effectuèrent des recherches dans divers domaines, notamment sur les armes chimiques, sur la conquête spatiale, sur les missiles balistiques et sur les armes à longue portée. Au procès de Nuremberg, le débat sur la face occulte du nazisme fut clos sans être ouvert et rien ne filtra sur le sujet. Mitte confirma en 1953 dans le journal allemand Die Welt avoir participé à la mise au point des fameux disques V7. Il déclara: « Si des disques volants évoluent dans le ciel, j'ai la prétention de dire qu'ils ont été construits en Allemagne, mis au point sous mes ordres et probablement reproduits en série par les Russes. » Petit récapitulatif des engins supposément créés par l'Allemagne avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y aurait eu donc la série des Vril, les RFZ, les Onubu et le Horton 9.
le Focke-Wulf VTOL et l'Andromeda resteront toujours au stade de projet. Et enfin le Gotha, créé en 1945. Cette théorie qui consiste à penser que les nazis avaient, oui ou non, développé toute une série d'engins volants sans ailes, sera développée au fil du temps dans des tas de bouquins bourrés de références invérifiables, au point que dès qu'on arrive à ce qu'on aimerait savoir, il n'y a aucune source. Admettons que des chercheurs travaillant pour les nazis auraient bel et bien développé ce genre d'engin volant. Rien ne nous empêche de penser que ceux-ci se seraient basés d'une technologie avancée. Aussi, des sociétés secrètes comme le Vril, Thulé ou encore la Nénerbe auraient très bien pu mettre la main sur une de ces technologies, lors de fouilles archéologiques par exemple, la Nénerbe excellant dans ce domaine. La Nénerbe, ou plus exactement la Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral, était un institut de recherche pluridisciplinaire nazi créé le 1er juillet 1935. L'institut avait pour objet d'étude la sphère, l'esprit, les hauts faits et le patrimoine de la race indo-européenne nordique, avec comme outil la recherche archéologique, l'anthropologie raciale et l'histoire culturelle de la race aryenne. Son but était de prouver la validité des théories nazies sur la supériorité raciale des Aryens, et si la Nénerbe avait découvert un Vimana lors de leurs recherches archéologiques. En Inde, il existe de très vieux manuscrits ayant plusieurs milliers d'années dans lesquels on peut découvrir de nombreuses descriptions de machines volantes qui sont généralement appelées Vimana. Ces étranges machines volantes sont décrites dans les ouvrages tels que le Rigveda, le Mahabharata, le Ramayana et le Purana. Le Mahabharata comporte environ 220 000 versets, le Ramayana 24 000 versets et le Rigveda environ 10 000 invocations aux dieux. Les faits relatés par ces documents se seraient déroulés entre 5 000 et 12 000 ans dans le passé. Ces dates correspondent aux indications astronomiques contenues dans les textes eux-mêmes. Force est de constater que le style engagé dans ces récits sont de nature poétique, ce qui ne veut pas dire pour autant que tous les faits qui vont suivre sont issus du fruit de l'imagination. Dans ces récits, ils décrivent notamment différentes races d'êtres semblables aux humains qui pilotent ces véhicules et discutent des relations sociales et politiques existant dans les anciens temps entre ces êtres et les humains de cette terre. Dans le Mahabharata, on trouve l'histoire du Vimana de Salva, qui était un grand véhicule militaire pouvant transporter des troupes et des armes et qui fut obtenu par Salva d'un expert en technologie non humaine nommé Maya Danava. Le Purana et le Mahabharata contiennent également de nombreux récits de plus petits Vimanas, comprenant des appareils de loisirs apparemment conçus pour un seul passager. Ces drôles de véhicules semblent être si fréquemment mentionnés dans le Purana et le Mahabharata que l'on peut penser que les avions étaient assez courants pour les gens de l'ancienne culture védique. L'Académie internationale de recherche de sanskrit de Mysore en Inde a d'ailleurs publié un rapport dont l'auteur, Maharishi Bharadwaja, indique que le terme Vimana signifie un véhicule qui peut aller aussi vite que les oiseaux, aussi bien dans l'air que sur terre et sur l'eau. Ainsi, on trouve dans cet ouvrage des textes parlant des matériaux de base utilisés pour la construction des Vimanas. Aspire de mercure. Le Vimanika Shastra indique également que la conception du moteur à mercure doit être gardée secrète. Il était une pratique standard en Inde ancienne que le savoir technique soit transmis d'un professeur à un disciple de confiance. Le Samarangana Sutradhara, le manuel de la science et de la guerre, est un recueil d'anciens manuscrits décrivant, en 230 pages, une science de la guerre tout à fait exceptionnelle, ainsi que l'art de construire les Vimanas. Le Samar raconte que des villes entières furent détruites par deux astronefs dénommés Astra et Brahma. Il est difficile d'affirmer que ces récits soient purement imaginaires, car à l'époque, tout ce qui relevait de l'aviation et de l'astronautique était théoriquement totalement inconnu de leurs auteurs. Les Vimanas mentionnés furent-ils réellement construits ? Si une technologie mécanique sophistiquée était connue dans des temps reculés, alors il est fort possible que ces espèces d'avions aient vu le jour il y a 12 000 ans de cela.
26 juin 1947, Kenneth Arnold, pilote américain de Boise dans l'Idaho, raconte sur les ondes de KWRC l'observation qu'il a faite 48 heures plus tôt, alors qu'il volait dans son avion privé près du mont Rainier dans l'État de Washington. Il rapporte avoir vu le 24 juin 1947 9 objets volants inhabituels près du mont Rainier, alors qu'il effectuait un déplacement à bord de son appareil entre Chelis et Yakima à la recherche d'un avion militaire disparu en décembre 1946. Il décrivit des objets d'une forme inhabituelle, arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière, et dotés d'une vitesse prodigieuse, pas loin de 2000 km/h selon ses dires. Il déclarera plus tard dans la presse que les objets ne se déplaçaient pas comme un avion, mais plutôt comme, je cite, comme des oies formant une chaîne en diagonale, comme s'ils étaient attachés l'un à l'autre, en un mouvement sautillant, semblable à celui d'une soucoupe ricochant sur l'eau. Bien qu'Arnold ait parlé de soucoupe pour décrire les déplacements de ces objets non identifiés et non de leur forme, la presse relatera que ces objets ressemblaient à des soucoupes volantes, flying saucer, terme qui restera définitivement associé aux ovnis. C'est cette histoire, largement diffusée par la Associated Press, qui serait à l'origine de la controverse sur les soucoupes volantes, devenues par la suite OVNI. Le témoignage de Kenneth Arnold, considéré comme la première grande observation d'OVNI, eut un retentissement considérable et vit se déplacer sur les lieux non seulement une foule de curieux, mais aussi des journalistes, des agents du FBI et du renseignement militaire. De très nombreuses explications furent proposées pour rendre compte de l'observation de Kenneth Arnold. On évoqua notamment un mirage, des bolides ou encore des avions expérimentaux. Après la publication du témoignage d'Arnold, de nombreux autres témoins se font connaître et le débat dépasse rapidement les frontières des États-Unis. Un pilote, Richard Ranking, rapporte avoir observé un engin étrange quelques jours avant Arnold. Il dit ne pas en avoir parlé car il pensait qu'il s'agissait d'un appareil de la Navy, le Flying Flapjack. Le 4 juillet, un équipage de la United Airlines rapporte avoir observé 9 objets en forme de disque qui ont escorté leur avion au-dessus de l'Idaho dans la soirée du 4 juillet 1947. Le 2 juillet 1947, soit une semaine après le témoignage de Kenneth Arnold, un orage violent s'abat sur le désert du Nouveau-Mexique. Le fermier William McBrazel, dont la ferme se trouve au nord-ouest de la ville de Roswell, entend soudain une violente déflagration. Le lendemain matin, il découvre sur ses terres un amas de débris, provenant d'un objet qu'il ne peut identifier. Surpris par l'aspect de ces débris, il en récupéra quelques-uns et se rendit chez ses voisins, Floyd et Loretta Proctor, et leur fit part de sa découverte. En fin de journée, de retour dans son ranch, McBrazel revint sur le site des débris. Il y découvre alors un morceau plus gros que les autres, de forme circulaire et d'environ 3 mètres de diamètre. Après l'avoir chargé dans sa camionnette, il la range dans un abri proche des débris. Le dimanche 6 juillet, Brazel se déplace à Roswell, emportant avec lui des échantillons de débris. Et il contacte tout d'abord le bureau météo de la ville, qui lui conseille de s'adresser plutôt au shérif du comté, George Wilcox. Brazel rejoint Wilcox dans son bureau. Ce dernier, après avoir écouté longuement Brazel, décide de joindre par téléphone l'officier de renseignement de la base de Roswell, Jesse Marcel. Wilcox révèle que Brazel aurait trouvé quelque chose sur sa ferme qui s'est écrasé quelques jours avant et qu'il ne savait pas ce que c'était. Wilcox rajoute que cela pourrait bien être intéressant que Jesse fasse une enquête. Quand Jesse Marcel arriva à Roswell, Brazel lui raconta tout. De retour à la base de Roswell, Jesse Marcel parle de l'affaire au colonel William Blanchard, qui recommande de partir sur les lieux avec le personnel nécessaire. Jesse repart avec le capitaine Sheridan Cavitt du Counter Intelligence Corps. Lundi 7 juillet 1947, Brazel amène sur les lieux du crash Marcel et Cavitt, qui passent leur journée à ramasser les débris. Dans la soirée, le fermier McBrazel est interviewé, enregistré mais jamais diffusé, au domicile de Walt Whitmore, le propriétaire de la radio de KGFL. Alors qu'il retourne à la base tard dans la nuit, Jesse Marcel fait une halte à son domicile dans la ville de Roswell. Il est un peu plus de 2 heures du matin, mais l'incident lui semble suffisamment extraordinaire pour qu'il réveille sa femme et son fils pour leur montrer ces objets venus, selon lui, d'ailleurs. Le mardi 8 juillet 1947, les événements s'accélèrent.
Tôt dans la matinée, le colonel Blanchard organise une réunion avec les principaux officiers de la base afin de discuter de l'affaire. Il ordonne au major Edwin Isley de placer des postes de garde sur les routes accédant à la ferme de Brazel. Le capitaine Kevitt retourne sur les lieux du crash accompagné du sergent-chef Lewis Rickett. Ils y découvriront des écritures sur certains débris, écritures inconnues selon eux. Pendant leur passage, un avion aurait balayé la zone et aurait découvert un autre site, plus intriguant encore. Ce qu'on sait moins, c'est que lors de cette journée, ce deuxième site aurait été découvert par des archéologues qui auraient observé l'épave d'un vaisseau avec 4 corps humanoïdes. Ce site aurait été rapidement balisé par les forces militaires. Quelques heures plus tard, le lieutenant Walter O est appelé par la base de Roswell pour lui demander de rédiger un communiqué annonçant la capture d'un disque volant et l'apporter lui-même à la presse. Le communiqué fut rédigé à partir des informations qui lui furent fournies par la base. Le lieutenant O apporte le communiqué à la presse peu avant midi. Le jour même, le Roswell Daily Record publie la nouvelle en couverture. Dans l'après-midi, les militaires de Roswell confisquent à Wiltmore la bande enregistrée de l'interview qu'il a faite de Brazel. Dans la même journée, l'armée publie toujours par le porte-parole de la base, Walter O, un communiqué officiel annonçant qu'elle serait en possession de débris d'origine inconnue. Cette déclaration émane de William Blanchard et entraîne immédiatement une effervescence de toute la presse du pays qui se rue dans la région. Le 8 juillet, toujours, vers 15 heures, un bombardier B-29 décolle de la base de Roswell avec à son bord le major J.C. Marcel et quelques sacs de débris. Un deuxième appareil emporte un conteneur scellé, également chargé de l'étrange marchandise. À peine arrivé à Fort Worth, ce colis est transféré dans un autre avion en partance pour Washington. Un appel téléphonique du général Clement McMullen ordonne que le conteneur soit immédiatement transféré à Washington pour être ensuite acheminé à la base de Whitefield. Oliver Anderson, un des pilotes du 509e groupe de bombardiers de Roswell, aurait déclaré plus tard qu'il aurait transporté non seulement des débris, mais également 4 petits corps surmontés de larges têtes, couverts de vêtements qu'il n'avait jamais vus auparavant. Au même moment, une conférence de presse est organisée dans le bureau du général Ramey à Fort Worth. J.C. Marcel y montre les débris de réflecteurs radar en aluminium. L'explication officielle qui sortira de cette conférence est que la soucoupe volante en question n'était qu'un ballon météo. Cette explication semble convenir aux journalistes. Ceux-ci décident de lâcher l'affaire. En fin d'après-midi, le bureau du FBI de Dallas transmet par téléx une information fournie par un service de la 8e armée. Le lendemain, l'explication du ballon météo est relayée par Fort Worth Star Telegram et le Roswell Daily Record. En 1978, le major J.C. Marcel, qui a pris part à la récupération des débris à Roswell en 1947, déclare à la télévision que ceux-ci étaient sûrement d'origine extraterrestre et que les débris que le général Ramey a montrés aux journalistes ne sont pas ceux que Marcel lui a apportés de Roswell, qui étaient selon lui en métal non identifié et comportaient pour certains des caractères d'écriture inconnus. En 1980, le National Enquirer conduit sa propre interview du major Marcel, ce qui déclenche la remédiatisation de l'incident de Roswell. D'autres témoins et rapports sortent de l'ombre au fil du temps, ajoutant de nouveaux détails de l'histoire. En réponse à ces nouveaux éléments, et après une enquête du Congrès des États-Unis, le GAO, pour Organisation de surveillance appartenant au Congrès, demande à l'United States Air Force de conduire une enquête interne. Le résultat de cette enquête est résumé en 2 rapports. Le premier, publié en 1995, conclut que les débris retrouvés en 1947 provenaient bien d'un programme gouvernemental secret appelé Projet Mogul. Le second, paru en 1997, conclut que les témoignages concernant la récupération de cadavres extraterrestres provenaient vraisemblablement de rapports détournés d'accidents militaires impliquant des blessés et des morts, ou encore de la récupération de mannequins anthropomorphiques lors de programmes militaires tels que l'opération High Dive menée autour des années 1950. Ce rapport indique néanmoins que le débat sur ce qui est réellement tombé à Roswell continue, tout en précisant que tous les documents administratifs de la base pour la période de mars 1945 à décembre 1949 ont été détruits, ainsi que tous les messages radio envoyés par la base d'octobre 1946 à février 1949.
Le bordereau de destruction ne mentionne pas quand, par qui et sur l'ordre de qui cette destruction a été effectuée. Le 7 janvier 1948, vers 13 heures, plusieurs dizaines de témoins signalent aux autorités locales la présence d'un objet rond, lumineux et de grande taille à la verticale de Madisonville, dans le Kentucky, et se dirigeant lentement vers le sud. À 13h45, le même objet survole la base aérienne de Goodman, sa couleur passant régulièrement du rouge au blanc. Aussitôt, le commandant Guy X, responsable de la base, donne l'ordre à une escadrille de 3 chasseurs P-51 Mustang, déjà sortis pour un exercice, d'aller au contact de l'objet. L'escadrille, dirigée par le capitaine Thomas Mantell, prend l'objet en chasse. À 14h45, le capitaine Mantell transmet à la tour de contrôle. L'objet est directement en avant de moi et au-dessus de moi maintenant, se déplaçant à environ la moitié de ma vitesse. À 15h15, le capitaine Mantell transmet un nouveau message à la tour de contrôle. J'ai vu l'objet. Il est au-dessus de moi. Je vais essayer de m'en approcher pour mieux le voir. Il semble métallique. Il est terriblement grand. Il prend de la hauteur. Il vole à la même vitesse que moi. Je vais le suivre jusqu'à 6000 mètres. Accélérant d'une manière inexplicable pour l'époque, l'objet disparaît dans un nuage. Les 2 autres pilotes, le lieutenant Clément et le lieutenant Hammond, décident d'abandonner la poursuite, mais le capitaine Mantell décide de continuer. Dès lors, on perd le contact radio avec l'appareil du capitaine Mantell. À 15h40, n'ayant toujours pas de contact avec le capitaine Mantell, le commandant X fait décoller 2 appareils pour le rechercher. Entre 16h et 16h30, le même objet lumineux sera observé par de nombreux témoins au-dessus de Madisonville, d'Elizabethtown et du Lexington dans le Kentucky. À 17h, on retrouva à côté d'une ferme près de Franklin, à plus de 145 km de la base de Goodman, les restes de l'appareil du capitaine Mantell, éparpillés sur plusieurs kilomètres carrés. Son corps sera retrouvé au milieu des débris, sa montre arrêtée sur 15h18. D'après les instruments de bord, l'avion était monté jusqu'à une altitude de 9000 mètres. Le défaut du P-51 Mustang était au niveau du moteur. Au-delà de 3000 mètres d'altitude, le moteur se coupait pour ne plus jamais se rallumer. Une enquête sera menée très rapidement et révélera notamment que le crash de l'appareil est incompatible avec un crash en chute libre verticale. La conclusion du rapport est édifiante. Thomas Mantell serait mort d'anoxie en poursuivant la planète Vénus.
Parmi toutes ces images présentées, certaines ont été reconnues comme contrefaites, mais je suis sûr d'une chose, qu'il y a au moins une image d'authentique, tout comme il existe des témoignages tout à fait formels. Il est dans notre nature de tout reconsidérer, de douter jusqu'à émettre diverses hypothèses, de se méfier tout bonnement. Je n'ai nullement l'intention de vous convaincre, cela n'est pas une question de croyance. Je veux simplement que vous preniez conscience, que vous vous rendiez compte que ce sujet existe bel et bien, qu'il a perduré avec le temps car il en avait les raisons apparentes. Aujourd'hui, on tourne facilement ce sujet en dérision, et c'est un tort. Des gens ont vu un jour quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Des gens pourtant sains d'esprit, mais qui ont eu beaucoup de mal pour que leur entourage les prenne au sérieux. Beaucoup ont refusé de s'exprimer. Beaucoup aussi ont tenté de garder l'anonymat. Et puis une poignée d'autres ont décidé d'en parler autour d'eux, bouleversant leur vie à jamais. Sachons porter un regard nouveau sur ce sujet. Ayons un minimum de respect envers ceux qui osent se livrer. Écoutons-les sans porter aucun jugement. Vous verriez quelque chose d'insensé un jour, de complètement irrationnel. Vous pouvez me croire. Vous aimeriez en parler, sauf si la peur vous hante, car des choses inexpliquées peuvent entraîner méfiance, désarroi, solitude et incompréhension. On peut se sentir très vite déstabilisé. Nous sommes des êtres dotés de conscience, de sens et de réflexion. De ne pas comprendre un phénomène vécu et on se remet rapidement en question. Nos sens nous trahiraient-ils? Nous cacherait-on quelque chose? Est-il possible d'être témoin de l'inenvisageable? J'habite dans le sud de la Belgique et dans la région, il n'y a pas trop de pollution lumineuse. Donc la nuit, on voit assez bien les étoiles et j'adore regarder le ciel depuis toute petite. Et cette nuit-là, je vois une lumière qui descend du ciel, style météore. Donc je dis, waouh, chouette, super, un météore, c'est beau. Et je regarde ça pendant plusieurs secondes. C'était assez lumineux, fort intense. Et puis à un certain moment, ça a dévié à angle droit. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors moi qui suis très rationnelle et qui saute pas du tout sur des idées d'ovni directement, bien sûr ça traverse l'esprit, je dis non. Allez, c'est quoi comme explication? Ça doit être un satellite. Vous savez, les satellites, c'est fait de plusieurs panneaux. Il y a certainement un panneau qui s'est détaché du satellite, qui a basculé sous l'effet de la combustion, des écrous qui cèdent, qui se consument, et puis des panneaux qui font flap, comme une porte qui s'ouvre, et hop, ça prend dans le vent, changement de direction à angle droit, et puis ça continue, puis voilà. J'ai trouvé mon explication, j'étais contente. Est-ce que ça s'est éteint tout doucement ou est-ce que ça a disparu flat? Je sais plus. Ce que je me souviens, c'est cet angle droit que ça a fait et cette explication rationnelle que je me suis donnée. Et il y a 2 jours de ça, justement, je regarde une vidéo sur YouTube. La vidéo, c'est un physicien qui parlait d'un phénomène extraterrestre dû à partir d'un satellite en orbite autour de la Terre. Il y avait eu des changements d'objets, des changements de cap d'objets lumineux qui satellisaient la Terre. C'est très intéressant parce qu'à un certain moment, il disait ça ne peut pas être un objet qui rentre dans l'atmosphère et qui change de cap, car les objets qui rentrent dans l'atmosphère pour se consumer ne changent jamais de cap. Alors là, je me suis dit, tiens, ah bon, il peut toujours se tromper, il a peut-être pas tenu compte de ce que moi j'en pense. Mais tiens, il le dit, c'est que c'est vrai. C'est quand même un physicien, un grand mathématicien, donc qu'est-ce que j'ai vu moi, alors je sais pas. Alors, on est au Paraguay en plein milieu de nulle part, je vais de la patrie. On est sur le chemin, en pleine nuit. Il y a une lumière en face qui n'est pas une voiture. Quoi que cette lumière soit, à force de rouler des heures, il était impossible de ne pas pouvoir l'atteindre. À la fin, elle faisait partie du décor, du coin. On s'y habitue, curieusement. Les gens de là-bas connaissent bien ce phénomène, depuis au moins 10 ans. J'ai eu la chance d'en parler avec plusieurs d'entre eux. Ils l'appellent le fantôme du Chaco. Ces personnes sont en effet très croyantes. Ils se sont habitués à vivre avec cette lumière, à sa présence, et ils se posent plus de questions. Seulement moi. Aucun touriste ne va dans cette partie du pays. Mariscal Estigarribia est la limite de la douane du pays. Une fois la limite franchie, aucun bus et aucune voiture ne peut s'arrêter entre cette dernière ville et la ville prochaine de Santa Cruz en Bolivie.
c'est simplement un no man's land. Un endroit où personne ne peut aller. Moi, j'ai pu m'y rendre grâce à mon compagnon de l'époque qui était dans l'armée. Il n'y a vraiment pas des masses de monde là-bas, donc j'ai du mal à trouver des explications complètes. Cette lumière était pratiquement là chaque nuit, apparaissant parfois d'un côté de la route, parfois de l'autre. J'ignore ce que j'ai vu, mais c'était bien réel. Donc c'était mardi 14 juillet à Giroussens, dans le Tarn, du côté Midi-Pyrénées. Donc j'étais en vacances chez mes parents dans leur beau domaine. Donc j'étais à la fenêtre de ma chambre et j'aime beaucoup regarder les étoiles, l'univers. Et donc il y avait des avions et quelques satellites aussi. Puis à un moment donné, en levant les yeux sur ma gauche, j'ai vu un point lumineux. Ça a duré quelques secondes. Il allait tout droit, j'ai cru que c'était un avion et pouf, il a disparu. Et à la seconde où il a disparu, un autre est apparu. Ça a duré encore quelques secondes. Et il a redisparu. Le phénomène ovni, que vous le voulez ou non, existe bel et bien. Il a intrigué énormément de monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Des tas de questions se sont posées avec le temps, et des tas de questions se posent encore aujourd'hui. Les ovnis observés ont pas mal évolué au fil des années. Tôles et boulons, boules lumineuses, engins silencieux, lumière éblouissante, vitesse impressionnante. Même s'il existe pas mal d'appareils issus de projets militaires secrets et que leur existence fut révélée par le biais de rapports déclassifiés et autres, il existe pourtant des phénomènes naturels et artificiels qui peuvent expliquer pas mal d'observations. Le témoin peut confondre ce qu'il a vu avec un phénomène naturel connu, comme le lever de planète, la Lune vue sous un angle particulier ou dans de mauvaises conditions atmosphériques, un halo de réverbération solaire vu à travers des nuages givrés, une météorite, un nuage lenticulaire, de la foudre en boule, un gaz produit par des marées ou encore des phénomènes électrostatiques divers comme le plasma ou le feu de Saint-Elme. Le témoin peut également ne pas reconnaître un phénomène artificiel connu, tel qu'une rentrée de satellite dans la haute atmosphère, un ballon sonde, une fusée ou la rentrée d'un étage d'une fusée, un avion commercial vu sous un angle particulier, une montgolfière de nuit, des faisceaux laser, des lanternes thaïlandaises ou encore des drones. Durant la fin de l'année 2014, et ce jusqu'au milieu de l'année 2015, plusieurs observations ont été faites de nuit au-dessus de centrales nucléaires en France. En quelques mois à peine, les 2/3 des 19 centrales nucléaires françaises ont été survolées à une ou plusieurs reprises. La centrale nucléaire de Saint-Alban en Isère a été survolée la nuit du 5 mars 2015 par un ou plusieurs de ces aéronefs. Cette centrale a été survolée à 4 reprises cette nuit-là. Un hélicoptère de la gendarmerie a été dépêché sur place pour tenter d'intercepter le drone, sans succès. Les centrales ne sont pas les seules visées par ces inquiétantes tournées d'inspection aérienne. Dans la nuit du 26 et 27 janvier 2015, le site militaire de l'île Longue, dans la rade de Brest, où sont abrités 4 sous-marins nucléaires français, a aussi été visité par des drones. Malgré tous ces survols qui remettent sérieusement en cause la sécurité du parc nucléaire français, aucune arrestation n'a été effectuée, aucun drone n'a été abattu et aucune piste sérieuse n'est envisagée. On ignore même quel type d'appareils sont utilisés. Selon les gardes qui ont été témoins de ces survols, pratiquement toutes les observations qui ont été faites se sont produites de nuit, ces survols étant réalisés dans des conditions météo complexes avec des vents de 70 km/h et de la pluie. Quel genre de drone serait capable d'effectuer des survols dans de telles conditions météorologiques, tout en étant stable et silencieux à la fois et en ayant la possibilité de semer un hélicoptère? Ce ne sont pas les drones que l'on peut trouver dans le commerce en France qui peuvent effectuer de tels survols. De plus, l'on évoque des survols qui ont duré plusieurs heures. Or, la capacité des batteries des drones vendus dans le commerce en France font moins d'1 heure d'autonomie. La législation en France est formelle concernant les drones.
Ils ne doivent pas excéder 2 kilos. Tout drone doit être maintenu à moins de 100 mètres de la personne qui le guide et l'avoir en permanence dans son champ de vision. Il est interdit de les faire voler à une altitude supérieure à 150 mètres. Difficile de croire que ce genre d'engin soit l'auteur de ces survols au-dessus de ces centrales nucléaires, et on peut exclure la piste des écologistes étant donné que Greenpeace a nié toute implication. Serait-il possible que ces drones soient des objets volants non identifiés ? Rien ne l'exclut. Ce n'est pas la première fois que des centrales, nucléaires ou autres, sont survolées par des engins suspects. Le 9 novembre 1965, 30 millions d'habitants issus de la côte est des États-Unis ainsi qu'une partie du Canada furent plongés dans l'obscurité totale pendant un peu plus de 13 heures. À l'origine de l'incident, une probable surtension dans une centrale électrique de l'État de New York, mais survenue après le survol d'OVNI. Peu de temps après la panne d'électricité, des pilotes d'avions de ligne, alors en plein vol, ont dit avoir observé un disque lumineux voler et survoler la station de distribution électrique de Clay se trouvant dans l'État de New York. Quand les techniciens se sont rendus sur place, ils croisèrent des agents du FBI. Les techniciens ne verront aucune panne et n'auront aucun mal à rétablir le courant. Le FBI refusera de s'expliquer et ne confirmera jamais leur présence. En 1977, des dizaines de témoins affirment avoir vu 2 ovnis se dirigeant vers la centrale nucléaire d'Indian Point, située dans l'État de New York. Le lendemain, à une 50aine de kilomètres de la centrale d'Indian Point, la ville de New York sombre dans le noir, provoquant un chaos total. Il existe des tas de rapports similaires évoquant le survol d'engins volants non identifiés au-dessus de bases militaires, d'aéroports ou encore de barrages hydrauliques. Rien n'a jamais pu permettre d'élucider ce mystère. Mais un lien a été jugé possible entre ces ovnis et ces blackouts. Il est en fait probable qu'une altération électromagnétique, lors de leur passage, ait pu causer de fortes perturbations électriques. Le 19 avril 2008, à l'occasion d'une conférence de presse donnée au National Press Club, à Washington DC, Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, s'est exprimé au sujet des ovnis. Plus tard, dans une vidéo publiée le 18 mars 2015, Paul Hellyer révélera que la récupération de l'OVNI de Roswell en 1947 était bien la vérité et que l'armée américaine a ensuite menti sur la présence extraterrestre et lancé une campagne de désinformation à grande échelle qui est toujours en place aujourd'hui. Du 29 avril au 3 mai 2013, se sont réunis des chercheurs, des militants, des dirigeants politiques, d'anciens membres des services militaires et d'organismes gouvernementaux représentant 10 pays. Ils ont témoigné à Washington DC devant 6 anciens membres du Congrès des États-Unis. L'audience citoyenne sur la divulgation était un événement sans précédent en termes de taille, de portée et par la participation d'anciens membres du Congrès américain. Avec plus de 30 heures de témoignages de 40 représentants. L'audience des citoyens en matière de divulgation est le corps le plus concentré de preuves et de témoignages sur la question jamais rassemblés dans un seul endroit au même moment. Et des révélations étonnantes y seront faites. Une vidéo sera projetée lors de cette réunion, vidéo datant du 5 mars 2013. Il s'agit d'une interview d'un ex-agent de la CIA de 77 ans, se sachant condamné par la maladie. Il fait des révélations sur ses missions secrètes, notamment à l'intérieur des zones 51 et S4. Il évoquera l'affaire Roswell et les engins circulaires qu'il a vus dans des hangars. Il a offert ce jour-là, face caméra, une interview saisissante. Il m'est impossible de conclure sur un sujet aussi complexe. Il y a tellement à dire encore concernant les ovnis. Cette vidéo ne représente qu'une partie de l'iceberg. Si le sujet vous intéresse, si cette vidéo vous a appris quelque chose, si vous avez pu prendre la peine de m'écouter, de prendre part au sujet, alors je pense que vous serez ravis d'apprendre que je reviendrai sur ce sujet ultérieurement. J'évoquerai notamment tout sujet ayant un lien avec les ovnis, comme les mutilations de bétail, les abductions, les crop circles, les hommes en noir, les implants, les missing times. Des gens comme vous et moi ont vécu le pire. Ils ont vu au-delà d'une boule lumineuse, au-delà de toute lueur, ils ont vu l'impensable. Des milliers de citoyens de par le monde déclarent avoir vu des êtres non humains. Des contacts auraient même été établis dans certains cas. Et la plupart du temps, ces êtres agissent contre notre gré et n'ont qu'un mal à nous manipuler.
Je tenterai avec vous de comprendre ce qu'il en est. Soyez-en sûrs. Mais il est temps pour moi désormais d'aborder un tout autre sujet. Je contemple et guette à la fois. J'adopte commodément cette théorie qui consiste à penser que le monde dans lequel nous coexistons tous serait le seul viable pouvant abriter la vie, faisant de nous les orphelins d'un système imagé émanant d'un cruel hasard. Rendons-nous à l'évidence, la complexité de notre très chère planète outrepasse toute idée que nous pouvons nous en faire. La Terre ne semble être que la résultante d'une infime probabilité, et donc par conséquent, qu'une autre planète ait vécu le même sort paraît très peu probable, mais nullement impossible. Il m'est difficile pourtant de consentir à ce concept purement théorique. Que l'on me démontre les limites de la galaxie, et alors j'accolerai assurément à cette hypothèse. L'idée que nous soyons guère seuls dans l'univers m'effleure tout bonnement l'esprit. De nos jours, tout peut encore être considéré. Aussi les hypothèses affluent et les avis divergent. Que de fascination face au cosmos. Intrigant, ample et vertueux, quelle admiration. Le phénomène ovni a tellement été ridiculisé avec le temps qu'il est de bon ton de sourire dès que l'on en parle pour paraître rationnel, intelligent et non crédule. Si l'on en parle sérieusement, on est souvent considéré comme un naïf ou un imbécile. Il est mensonger de prétendre que l'ensemble de la communauté sérieuse rejette le phénomène ovni. Les scientifiques qui osent risquer le ridicule et qui se plongent dans le sujet finissent par conclure que l'hypothèse extraterrestre ne peut pas être exclue et qu'elle est même probable, pour ne pas dire évidente en examinant les faits. Une part de l'humanité se revendique témoin d'un objet volant ou d'un phénomène inexpliqué dans le ciel, l'examinant malgré tout, mais ne s'enfonçant que davantage dans le questionnement. Je m'interroge continuellement. Comment pouvons-nous nous prétendre seuls dans pareil univers? C'est là que le bas blesse, puisque sur cette interrogation, le peuple se divise entre sceptiques et adeptes. Il est possible de devenir spectateur de phénomènes aériens inexpliqués. Mais est-il envisageable de considérer que l'engin que nous pouvons apercevoir soit dirigé par quelconque conscience autre qu'un être humain? Est-il permis de concevoir une autre vie dans un ailleurs lointain? A priori, rien ne nous empêche de l'imaginer. Pourtant, nous sommes moins libres de le penser que nous pouvons le croire. Devons-nous obligatoirement réfuter, voire nier ces témoignages? Il y a souvent des explications, mais il y aura toujours des interrogations. Et si à l'inverse nous étions épiés en permanence et qu'une certaine majorité de la population mondiale en serait carrément indifférent, voire inattentif? Cela n'est guère impossible, mais il est vrai que nous serions à l'antipode de nos songes et à milieu de tout éclaircissement et logique. De l'admettre revient à donner crédit à une hypothèse, et nul ne peut livrer davantage de poids à une telle hypothétique thèse, sans y agrémenter quelconque argument, je le conçois. Mais d'avoir vu quelque chose d'étrange et de très perturbant est une chose. Le prouver en est une autre. Là est tout le problème quand d'un ovni ou d'un phénomène inexpliqué nous n'en sommes que témoins. Alors qu'à une époque la photographie représentait une preuve considérable, aujourd'hui même une vidéo ne peut être irréfutable. La technologie a pris le pas sur notre société. Le cinéma et le domaine de la photographie a grandement évolué depuis ces 50 dernières années, au point que nul ne pourrait faire de distinction à l'œil nu entre une photomontage et une photo authentique. Tout a compliqué les choses depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous vivons une époque où l'homme projette tout un tas d'engins dans les airs, le tout télécommandé à distance. Alors difficile d'en faire le tri. Pourtant le sujet ovni existe bel et bien, et persiste avec le temps. Mais pour en comprendre l'origine de celui-ci, il nous faut remonter au fondement même du sujet, aux premières interrogations et aux premières investigations.
Un ovni est un objet volant non identifié. Mais avec le temps, l'acronyme OVNI pouvait aussi désigner un phénomène aérien qu'un ou plusieurs témoins affirment avoir observé sans avoir pu l'identifier. Aujourd'hui, un deuxième acronyme est utilisé pour désigner ce genre de phénomène, les PAN, phénomène aérospatial non identifié. Un PAN est un phénomène atmosphérique ou extra-atmosphérique dont la nature reste inexpliquée. Dans le cadre de cette désignation, l'attribution de la qualité d'OVNI, objet volant non identifié, est confinée à certains cas particuliers de PAN. Un OVNI peut être une trace qui peut avoir été enregistrée par différents types de capteurs, caméras vidéo, appareils photo, radar, mais dont on ignore l'origine ou la nature exacte. En anglais, Unidentified Flying Object fournit la racine du mot ufologue, personne qui étudie le phénomène OVNI, et la discipline qui en découle est l'ufologie. Dans la culture populaire, le terme OVNI est généralement utilisé pour désigner une soucoupe volante ou un vaisseau spatial extraterrestre. Et c'est là tout le problème. Pendant longtemps, les gens ont attribué les OVNI aux petits hommes verts ou aux martiens, sans faire aucune distinction. Les petits hommes verts se réfèrent au stéréotype de l'extraterrestre vu comme une petite créature humanoïde avec la peau verte. Aujourd'hui, ces créatures sont plus communément associées avec les prétendus extraterrestres observés appelés gris, puisque leur couleur de peau n'est pas décrite comme verte par ceux qui les ont observés, mais grise. Martien est un nom générique qui désigne plusieurs types de créatures imaginaires censées vivre sur Mars. Selon la version la plus répandue, les Martiens sont des êtres à l'apparence vaguement humanoïdes et repoussantes, généralement animés de mauvaises intentions envers l'espèce humaine. Le nom de Martien. En septembre 1941, dans l'océan Indien, 2 marins et un officier britannique qui se trouvaient sur le pont du SS Pulaski, un navire marchand polonais qui transportait des troupes britanniques, observèrent pendant 1 heure un phénomène inexpliqué. Une sphère de lumière verdâtre se déplaçant dans le ciel, environ 2 fois plus petite que la pleine lune telle qu'elle leur apparaissait. Cette sphère lumineuse sera la première d'une longue série. Elles reçurent toutes sortes de noms pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui indique le manque de compréhension de leur nature et de leur origine. Ils étaient à la fois les Crowd Fireballs, les Crowd Bolides, ou bien encore les Foo Fighters pour les Américains, cette dernière appellation ayant été le plus longuement utilisée. On pense maintenant que les Allemands et les Japonais les observaient également, en imaginant très certainement qu'il s'agissait d'une arme secrète des Alliés. À partir de 1942, de nombreux membres d'équipage britanniques, américains mais aussi allemands ou japonais rapportèrent leur observation de 1 ou plusieurs boules lumineuses escortant ou suivant à distance leur escadrille de chasseurs ou de bombardiers. Ces observations ont été faites la plupart lors de missions de nuit. Encore plus surprenant, les témoignages de certains équipages de bombardiers engagés au-dessus de l'Allemagne font état de véritables formations de boules lumineuses. D'autres pilotes affirment que ces boules auraient tenté de les percuter en leur fonçant droit dessus avant de dévier brutalement leur trajectoire au dernier moment. Après avoir remarqué la présence d'une de ces boules lumineuses, de nombreux pilotes pris de panique et de frayeur essayèrent de les semer, mais sans résultat. D'autres pilotes encore, comme le major Donald K.O. de l'US Navy, essayèrent d'en abattre un, mission impossible. Aujourd'hui, certaines personnes veulent démontrer la possibilité de phénomènes électriques rarissimes sous forme de foudre en boule, mais cela n'explique pas le comportement intelligent de ces boules lumineuses qui consistent à suivre de très près les avions. Dans la soirée du 23 février 1942, un sous-marin japonais tire plusieurs obus sur le champ pétrolifère d'Elwood et provoque une mise en alerte des gardes-côtes de la côte ouest des États-Unis. L'information est diffusée par les agences de presse et crée l'inquiétude. Le 24 février 1942, un avertissement des services de renseignement de la marine de guerre des États-Unis annonce l'imminence d'une attaque japonaise sur Los Angeles dans les 10 heures qui viennent. À cette époque, les États-Unis vivaient dans la crainte d'une offensive japonaise sur la côte ouest, à la suite de l'attaque de Pearl Harbor. À 19h18, l'alerte est donnée à la suite de l'observation de nombreuses lumières dans le ciel de Los Angeles et est maintenue jusqu'à 22h20. Vers 2h15 du matin, la DCA est sur le pied de guerre après que les radars ont repéré un objet volant non identifié à 190 km à l'ouest de la ville. À 2h21, un couvre-feu est déclaré sur la ville.
À 2h43, des avions sont aperçus par un colonel d'artillerie. À 3h16, une boule lumineuse, ou un objet volant, est aperçu au-dessus de Santa Monica et entraîne la décision d'ouvrir le feu. La DCA utilise ses canons anti-aériens pendant plusieurs heures. Plus de 1400 obus sont tirés sans que ceux-ci ne touchent un seul de ces objets volants. De nombreux témoignages font état de la présence de plusieurs objets volants, de différentes formes et tailles, souvent confondus avec les obus et fusées éclairantes de la défense anti-aérienne. Les projecteurs de la ville tentent de repérer les aéronefs et balayer le ciel de Los Angeles. À partir de 4h15 du matin, les tirs de la DCA deviennent sporadiques. Le couvre-feu est levé à 7h21. 3 civils furent tués par des retombées d'obus et 3 autres moururent d'une crise cardiaque due au stress. Quelques heures après le bombardement, le secrétaire à la marine des États-Unis, Frank Knox, déclare en conférence de presse qu'il s'agissait d'une fausse alerte due à l'anxiété et au stress liés à l'état de guerre. Rapidement, l'événement fait la une de toute la presse américaine. Cette explication parut simpliste à beaucoup. Un journal écrivit: il y a une mystérieuse réticence des autorités à exprimer sur cette affaire et il semble que la censure soit à l'œuvre. De nombreuses rumeurs et théories naissent à la suite de l'incident pour expliquer pourquoi la DCA américaine a bombardé le ciel de Los Angeles pendant plus d'1 heure. Parmi celles-ci, le secrétaire Stimson avança 2 théories pour expliquer la provenance des aéronefs mystérieux. Celle d'avions commerciaux ennemis opérant du Mexique ou de Californie, ou d'avions équipés de lumières lancés depuis des sous-marins japonais. Le but de cette attaque aurait été de provoquer la panique parmi la population civile. Une photo du phénomène fut publiée dans le Los Angeles Times le 26 février 1942. On y voit ce qui semble un objet cerné par les projecteurs de la DCA. Les points lumineux qui entourent l'objet pourraient être des reflets ou des éclats de tir de la DCA ou encore ces boules lumineuses. Il fut avéré que la photo avait été retouchée avant d'être publiée. Il existe 3 versions de cette photo. L'une retouchée et publiée le 26 février 1942, une autre retouchée différemment et publiée toujours par le Los Angeles Times le 29 octobre 1945, et la photographie originale. Sur cette dernière, la présence d'un objet au centre des projecteurs est moins évidente que sur les 2 photos retouchées. Des correspondants de guerre compétents tels que Ernest Pyle et Bill Henry ont assisté à la canonnade et ont écrit qu'ils n'ont jamais été en mesure de distinguer un avion. Bien que de nombreuses rumeurs font état de la présence d'un objet volant, la plupart des théories penchent sur la présence de ballons sondes, des ballons météorologiques, régulièrement lâchés au-dessus de Los Angeles et qui auraient déclenché l'alarme initiale. En février 1942, les forces japonaises ne possédaient pas de base aérienne assez proche du territoire américain pour effectuer des raids aériens. Même le bombardier japonais G3AM, doté d'un rayon d'action de 5000 km, n'aurait pu effectuer une mission aller-retour, et ce même si les Japonais avaient envahi Hawaï ou les îles Midway, distantes de 4000 km de Los Angeles. La totalité des porte-avions japonais se trouvait à l'ouest du Pacifique à la date du 24 février 1942. Après la reddition du Japon, les autorités militaires japonaises ont déclaré qu'il n'y avait pas de forces japonaises dans la région de Los Angeles, seulement que des sous-marins aux environs de Seattle. En novembre 1942, une escadrille volante anti-sous-marine patrouille dans le golfe de Gascogne. Tout à coup, le tirailleur de queue repère un objet massif sans ailes apparu brusquement à l'arrière de l'avion. Depuis la tourelle de tête, l'engin reste visible pendant 15 minutes, puis s'élève en altitude et tourne à 180 degrés avant de se fondre dans le ciel. 1 mois plus tard, le pilote de la Royal Air Force britannique, B.C. Lumsden, survole les côtes de France dans son Hurricane. À 200 mètres au-dessus de la baie de Somme, il distingue 2 lumières qui montent du sol à sa rencontre. Cela ne pouvait être la DCA tant ses projectiles étaient trop lents. Il amorce un virage serré, et à sa grande stupeur, les lumières se positionnent derrière lui et s'y calent. Il descend à 1000 mètres avec les lumières comme collées à son sillage. À partir de 1943, les bombardiers anglais et américains qui attaquaient l'Allemagne jour et nuit commencèrent à rencontrer des boules ou des disques lumineux qui se faufilaient au milieu des formations et qui pénétraient parfois dans les carlingues. Le 12 février 1944 eut lieu le lancement d'une fusée expérimentale au centre d'essai germanique de Kummersdorf. Présent ce jour-là, le ministre de la propagande Joseph Goebbels.
le Reichsführer Himmler et Heinz Kammler. L'opération fut filmée. Quelques jours plus tard, les autorités visionnèrent le film sur lequel, étonnés, ils purent voir très clairement un corps sphérique qui suivait la fusée et tournait autour. Aussitôt, on suspecta un coup des Alliés, une manœuvre d'espionnage. Mais un agent bien informé confia à Himmler que les Anglais, de leur côté, étaient les victimes du même phénomène et pensaient réciproquement qu'il s'agissait d'un prototype expérimental allemand. Les manœuvres du débarquement des Alliés en Normandie durant l'été 1944 paraissent également attirer ces boules de lumière comme des lucioles autour d'un feu. Durant la bataille de France en août 1944, des boules volantes non identifiées et nocturnes font craindre que les Allemands n'aient lancé une contre-attaque d'envergure. Le 10 août 1944, au-dessus de l'océan Indien, les copilotes d'un bombardier lourd B-29 Super Fortress des forces aériennes de l'armée américaine ont rédigé ce compte-rendu. Un objet étrange nous suivait à environ 500 yards, au large de l'aile droite. À cette distance, il apparaissait comme un objet sphérique, probablement de 5 ou 6 pieds de diamètre, d'un rouge ou d'un orange très lumineux et intense. Il semblait avoir un effet de halo. Mon mitrailleur a rapporté qu'il est arrivé depuis une position à 5 heures, à notre niveau. Il semblait palpiter ou vibrer constamment. Supposant que c'était quelques objets radiocommandés envoyés pour nous repérer, j'ai effectué des manœuvres évasives, changeant constamment de direction jusqu'à 90 degrés et d'une altitude d'environ 2000 pieds. Il a suivi chacune de nos manœuvres pendant environ 8 minutes, tenant toujours une position à environ 500 yards et à environ 2 heures, donc à l'avant droit par rapport à l'avion. Quand il est parti, il a fait un virage brusque de 90 degrés, accélérant rapidement, et a disparu dans la couverture nuageuse. C'est à la fin de l'année 1944 que les Foo Fighters, comme on commence à les appeler, donnent le plus de sueur froide aux aviateurs engagés militairement dans les raids sur l'Allemagne en déroute. Le 23 novembre 1944, le lieutenant Eduard Schleuter décolle de Dijon pour une patrouille de routine destinée à l'interception éventuelle d'engins ennemis à l'ouest du Rhin, entre Strasbourg et Mannheim. Le ciel est clair, sans nuages. À 30 km au nord de Strasbourg, on lui signale 8 à 10 boules de feu rouge vif qui se déplacent à grande vitesse. Leur disposition groupée les donne en formation, et elles s'approchent rapidement de l'appareil. Aussitôt, l'avion contacte par radio le sol, qui lui ne voit rien, le radar de bord non plus. Schleuter manœuvre son appareil pour se diriger droit vers les lumières. Celles-ci flamboient rouge, et soudain se diluent dans les airs. 2 minutes plus tard, elles sont à nouveau là, mais de l'autre côté de l'avion. Pendant 6 minutes, elles font ainsi escorte, puis en un clin d'œil disparaissent. Le 27 novembre 1944, à la suite d'une nouvelle observation, le terme Foo Fighter est pour la première fois utilisé officiellement pour désigner le phénomène. L'origine du terme Foo Fighter est généralement attribuée à la bande dessinée surréaliste Smokey Stover de William Holman. Le comics conte les aventures des pompiers Smokey Stover et son chef Cash Stover, qui luttent contre les incendies avec un curieux véhicule à 2 roues sphériques et rouges dont la forme peut évoquer les formes aperçues par les aviateurs. Le livre intitulé Smokey Stover, The Foo Fighter, fut publié en 1938. 14 décembre 1944. Le New York Times publie un article présentant des mystérieuses boules flottantes comme une nouvelle arme allemande. Le 22 décembre 1944, le lieutenant David McFalls, le pilote Gibling et un radariste, tous 3 de la 415e escadrille de combattants de nuit, basée maintenant à Hoche, volent à 3000 mètres au-dessus de Haguenau, en Alsace, à 35 km au nord de Strasbourg. 2 lumières très brillantes montent du sol juste devant nous, déclare-t-il. Elles se stabilisent en altitude et se placent près de la queue de notre avion où elles demeurent 2 minutes. Selon nous, elles sont sous parfait contrôle. Le 15 janvier 1945, le magazine Time publie un article consacré au phénomène. En 1945, il n'y avait aucune honte ou embarras pour des magazines respectables comme le Newsweek ou le Times à rapporter sans moquerie des phénomènes aériens inhabituels. On ne se moquait pas encore des pilotes qui les voyaient. Naturellement, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et l'explication était recherchée en spéculant que les Allemands auraient développé quelques engins, et une origine extraterrestre pour le phénomène n'était pas à l'ordre du jour.
Ces observations ne peuvent donc pas être attribuées à une mode de soucoupe volante ou à une fascination pour la science-fiction. Dernier cas dans l'année 1945. Le 2 mai, l'équipage d'un B-24 américain en mission au-dessus de l'atoll de Truk observe une lumière dont la couleur passe du rouge au blanc, qui semble avoir la taille d'un ballon de basket et qui suit l'appareil malgré ses tentatives d'action évasive. En 2010, le Royaume-Uni a rendu public des centaines de dossiers d'OVNI, jusqu'ici classés, dont une lettre affirmant que Winston Churchill avait ordonné de garder au secret une rencontre entre un appareil de l'armée et un objet volant non identifié. Ces documents publiés par les Archives nationales couvrent plusieurs décennies et recèlent des dizaines de témoignages, de croquis et de notes, tous relatifs à des observations mystérieuses dans le ciel britannique. Parmi ces archives, un papier signé du ministère de la Défense. Cette note mentionne une lettre datée de 1999, dans laquelle un auteur anonyme relate la rencontre d'un pilote de Royal Air Force avec un ovni métallique, à son retour d'une mission effectuée en Europe continentale durant la Seconde Guerre mondiale. Le rédacteur de cette lettre assure que son grand-père aurait assisté à une réunion extraordinaire entre le Premier ministre Winston Churchill et le président des États-Unis Dwight Eisenhower, peu après l'incident. Les deux hommes auraient décidé de classer cette affaire secret défense. Cet événement doit être immédiatement classé car il créerait une panique générale parmi la population et risquerait de détruire la croyance en l'Église. Voilà ce qu'aurait déclaré le chef du gouvernement britannique. Le ministère de la Défense avait alors enquêté sur cette réunion au sommet, sans qu'aucune trace écrite ne vienne finalement corroborer les dires de cette mystérieuse source. Les Foo Fighters